Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur cette annonce qui a été faite de Pédiatre, un rapport qui a été publié, demandé par le président de la République Emmanuel Macron en janvier dernier, rapport qui concerne l'exposition aux écrans des enfants. Alors c'est vrai qu'on a tendance à diaboliser les écrans, à dire qu'ils sont responsables de plein de problèmes dans la société. Il y a certaines choses qui sont vraies, d'autres qui le sont un peu moins. Donc on va essayer de comprendre pourquoi il est important d'avoir un usage raisonné et raisonnable des écrans en particulier pour les enfants. Alors, dans cette recommandation, les pédiatres le disent très clairement, les experts, pas d'écran avant 3 ans. Pas d'écran avant 3 ans, quel qu'il soit. Ça veut dire la télévision, les tablettes, les smartphones. On protège les enfants des écrans. Pour quelles raisons? La première, et peut-être la plus importante, c'est que l'exposition aux écrans, et ça a été montré dans de nombreuses études, eh bien, augmente le risque de retard de langage. Alors en fait, ce n'est pas l'écran en tant que tel qui est responsable d'un retard de langage. L'écran en soi, il n'est pas nocif. C'est que lorsqu'un enfant est sur un écran, eh bien finalement, toute son attention est captée par l'écran. Il reçoit de l'information puisque finalement, il va y avoir un contenu, et même un contenu soi-disant éducatif, sauf qu'il n'interagit pas. Il est absorbé, hypnotisé, et donc il y a juste un transfert de l'écran vers l'enfant, mais il n'y a pas d'interaction. Or, un enfant, eh bien, on le sait, il va se nourrir des interactions qu'il va avoir avec ses parents notamment, avec ses frères, avec ses sœurs, avec le tonton, à l'école, lorsqu'on va les scolariser, notamment à la crèche. Et donc, en fait, c'est l'interaction qui permet à l'enfant de créer du langage, de créer des émotions, donc en fait tout simplement de vivre normalement. Or, lorsqu'un enfant est exposé aux écrans, eh bien plus d'interaction. Donc l'exposition aux écrans augmente le risque de retard de langage chez l'enfant. Et on avait montré qu'il y avait des moments clés où il ne faut surtout pas que les enfants regardent les écrans. Donc on l'a dit, avant 3 ans, c'est 0. D'accord, pas même une petite comptine sympathique, ce que vous voulez, c'est pas d'écran. D'accord, vraiment pas d'écran. 0, 0, 0. Alors, quand on dit 0, si un enfant est exposé une fois à l'écran, ce n'est pas la fin du monde. Vous êtes dans une salle d'attente pour aller à l'hôpital. Oui, un enfant peut parfois être sur un écran, mais la règle qu'on doit donner, ce n'est pas d'écran chez les enfants, surtout avant 3 ans. Et puis on avait montré notamment qu'il y avait des moments clés au cours d'une journée auxquels un enfant ne doit pas être exposé à l'écran. Ce conseil, c'est au-delà des enfants de 3 ans, d'accord? Parce qu'après 3 ans, eh bien, je ne dis pas qu'on peut donner des écrans aux enfants, mais il faut contrôler la durée et puis le moment où il ne faut pas leur donner d'écran. Le pire des moments dans la journée, ça commence le matin, avant l'école. On a tous connu ça, c'est le rush, il faut préparer les enfants, tout le monde court, on est pressé. Et en attendant qu'on se prépare, on allume la télé et on laisse l'enfant regarder la télévision. Et bien on s'est rendu compte que ça augmente le risque, là encore, de retard de langage chez l'enfant. Et puis ça va épuiser leur attention parce que les contenus dès le matin, ça excite en quelque sorte le cerveau et ça épuise leur attention dès le matin. Donc finalement, un enfant le matin, il ne faut pas qu'il ait d'écran. On ne met pas la télévision le matin avant d'aller à l'école. Au début, c'est dur. Il ne faut pas se mentir parce qu'on se dit oh, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Et puis ils apprennent qu'en semaine, avant d'aller à l'école, on ne met pas la télévision, on ne regarde pas la tablette. C'est une règle qu'on doit appliquer. Et en fait, ces règles, elles permettent d'avoir un cadre, des moments où on peut avoir accès aux écrans et des moments où on ne doit pas. Mais vraiment, j'insiste, pas d'écran avant d'aller à l'école. C'est primordial, ça épuise l'attention des enfants et ils arrivent déjà fatigués à l'école à cause de ces écrans. Il y a un deuxième moment où on ne doit surtout pas exposer nos enfants aux écrans, c'est lors du repas. Et on a tous vu ces trucs au restaurant parfois où on a des enfants qui sont absorbés sur une tablette et qui gobent, qui mangent sans rien dire. Et on est tout content que l'enfant ait terminé son assiette. Un enfant qui regarde une tablette, en fait, il est hypnotisé. On l'a tous expérimenté. Nous-mêmes, on est absorbés par les écrans. Et forcément, pour un enfant, c'est encore plus décuplé. Il n'a pas les structures du cerveau qui sont responsables du contrôle qui sont totalement matures. Ça veut dire qu'il perd le contrôle très rapidement. Déjà, nous, on le perd, ce contrôle. Mais chez l'enfant, c'est encore pire. Ce qui fait que quand il est face à un écran, l'enfant, il ingurgite, il ingurgite, il ingurgite. Et en fait, il mâche même plus. Il gobe, il ne sait même pas ce qu'il mange. Il va être gavé un peu comme on gave une noix. Sauf qu'un enfant, ce n'est pas un animal, on veut qu'il s'alimente, on veut qu'il regarde ce qu'il mange, on veut qu'il goûte. Alors, je ne dis pas que c'est parfait, parce que c'est toujours très compliqué de donner une alimentation saine et équilibrée aux enfants, mais vraiment, les écrans pendant le repas, ça fait des enfants qui vont manger n'importe comment. Des enfants qui vont ensuite avoir des douleurs abdominales, qui peuvent être constipés, avoir de l'inconfort parce qu'ils n'ont pas mâché correctement. Et finalement, on a rempli leur estomac
mais ils n'ont pas pris conscience de ce qu'ils avaient. Et très souvent, un enfant, il va avoir plus faim très rapidement. Nous, on pense qu'ils vont manger une grande assiette, alors que leur satiété, elle peut arriver bien plus tôt que ce que nous, on pourrait espérer. Sauf que quand un enfant est exposé à des écrans, il va manger en très grande quantité. Donc, je suis persuadé qu'il y a un rôle, il y a une influence de l'alimentation. Quand on regarde des écrans, enfin, je pense qu'il y a, j'ai mal reformulé, je pense qu'il y a un rôle majeur des écrans sur la quantité d'aliments qu'on peut ingurgiter. Plus on regarde la télévision, plus on mange. Et même nous, en tant qu'adultes, on a expérimenté, quand il y a la télé, on peut manger, 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 parce que notre cerveau, aussi perfectionné soit-il, il a du mal à gérer deux messages compliqués, que sont l'attention à la télévision et le message « je mange ». Son attention est concentrée sur la télé et du coup, il va manger un petit peu plus. Donc vraiment, on ne le fait pas. Et on avait aussi observé que l'écran pendant le repas, ben là encore, ça a augmenté le risque de retard de langage. Encore une fois, ce n'est pas l'écran en tant que tel, c'est l'absence d'interaction. Au cours d'un repas, il faut discuter avec les enfants, il faut parler tout simplement. Donc il y a vraiment ce moment clé où il ne faut pas donner accès aux écrans aux enfants. Et puis évidemment, le soir avant de dormir, je pense qu'il n'y a rien de pire que de s'exposer aux écrans parce qu'en fait, la lumière du téléphone, la lumière de la tablette émet une lumière bleue dont on parle très régulièrement. Et cette lumière bleue, elle bloque le fonctionnement d'une hormone qu'on appelle la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone de la nuit. Quand il commence à faire nuit, quand l'obscurité arrive, eh bien, la mélatonine est produite par une petite glande dans le cerveau. Cette mélatonine, elle nous donne le signal de fatigue. Et c'est à ce moment-là qu'on dit il faut que j'aille m'endormir. C'est la mélatonine qui permet l'endormissement. Or, quand on est exposé aux écrans, eh bien, cette lumière bleue envoie un très fort message d'éveil au cerveau et ça bloque le fonctionnement de la mélatonine. Et c'est des enfants qui peuvent avoir du mal à s'endormir, qui vont avoir des troubles du sommeil à cause des écrans. Donc, on évite les écrans. Alors, souvent, on me demande au bout de combien de temps, quel est l'intervalle qu'il faut respecter entre le dernier moment d'écran et le sommeil. Moi, je pense que c'est minimum 2 heures. Minimum 2 heures et si possible, pas d'écran du tout le soir. Et cette règle, on devrait nous aussi nous-mêmes nous l'appliquer. Ce d'autant qu'il y a deux paramètres à prendre en compte, et ça c'est peut-être valable pour les enfants un peu plus grands. On sait qu'il y a l'écran en tant que tel, et puis aussi il y a l'engagement qu'on va avoir. Pour faire simple, regarder une série, il y a moins d'engagement, moins d'émotion que consulter les réseaux sociaux et avoir des likes ou des commentaires. Donc finalement, quand on est sur un écran, eh bien, le fait d'être très engagé, d'avoir une émotion, d'échanger, ça peut avoir plus d'impact sur notre endormissement. On a plus de mal à dormir. Alors que si on regarde entre guillemets une série tranquillement, il y a moins d'impact. Donc vous voyez déjà, il y a aussi un niveau de graduation. Quel type d'écran je peux m'autoriser et quel type d'application je peux utiliser. Donc je pense qu'il n'y a rien de pire que d'être sur Instagram, TikTok et d'être en permanence à commenter, à regarder, liker, que de regarder peut-être une petite série. D'accord ? Quitte à choisir quelque chose, je ne dis pas que regarder une série c'est bien, mieux vaut lire, écouter un podcast, écouter de la musique, discuter ou ne rien faire, mais quitte à choisir, mieux vaut aller vers ça. Donc ces écrans, vous l'avez compris, pas avant 3 ans et on conseille pas de smartphone avant 11 ans et pas de réseaux sociaux avant 15 ans. Les smartphones, les tablettes sont responsables aussi, c'est le deuxième élément, de la myopie. Alors, on sait qu'on a de plus en plus de personnes qui sont myopes, on estime qu'on aura aux alentours de 2030, 2040, 2050, en tout cas un très court horizon, plus de la moitié de la population qui sera myope. On parle d'épidémie de myope. Alors la myopie, ce n'est pas une maladie contagieuse, c'est une maladie qui a une grande composante héréditaire. Donc si jamais dans la famille, vous avez un des deux parents qui est myope, vous multipliez par 2 le risque que l'enfant soit myope. Si les deux parents sont myopes, certaines études disent que c'est un risque multiplié par 3 à 8 que l'enfant soit myope. Donc il y a une composante génétique importante. Mais il y a aussi un rôle de l'environnement. Et plus on est exposé aux écrans, et plus l'œil regarde sur une courte distance. D'accord ? Or, votre œil, c'est un peu comme un optique d'appareil photo. Il peut accommoder, faire la mise au point, au loin, pour voir ce qui se passe. Et en fonction de la distance, l'œil travaille plus ou moins. Le problème, c'est qu'être en permanence sur les écrans fait qu'on regarde sur très courte distance. Et notre œil devient feignant. Un œil qui est feignant, en fait, c'est un œil qui va s'allonger. Un œil qui va se muscler, mais de la mauvaise manière. Ce qui va augmenter quoi ? Le risque de myopie. Parce qu'un œil long, c'est un œil myope. Donc en fait, ces écrans augmentent le risque aussi de myopie. Et à l'inverse, plus on passe de temps sur un écran, moins on est à l'extérieur. Or, la lumière du soleil permet de produire au niveau de notre rétine de la dopamine. La dopamine, on parle souvent de cette hormone comme un messager chimique, un neurotransmetteur de la récompense.
Or, cette dopamine a une autre action sur l'œil. Cette dopamine, elle empêche l'œil de s'allonger. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la lumière du soleil empêche l'œil de s'allonger. Un œil qui n'est pas trop long, c'est un œil qu'on va protéger de la myopie. Puisque je vous avais dit à l'inverse qu'un œil trop long, c'est un œil qui est myope. Et on a montré de façon très claire que plus les enfants étaient exposés à la lumière du jour, la vraie, plus ils jouaient dehors, moins ils étaient myopes. Et c'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup de la myopie de l'étudiant. Parce que non seulement il regarde sur une très courte distance, il est à la bibliothèque et il n'est pas exposé à la lumière du jour. Donc en fait, ces écrans, ils sont en train de favoriser la myopie, notamment chez les enfants. Donc, c'est une raison supplémentaire pour limiter son temps d'exposition. Et on a tous connu ça malheureusement, on traîne sur les téléphones, on a des applications qui sont très addictives. À chaque fois qu'on regarde une vidéo, on a un shoot de dopamine, parce qu'on a une vidéo qui est plaisante. On regarde, et puis il y a un peu un renforcement aléatoire, positif ou négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez une vidéo, elle vous plaît, ça fait un shoot de dopamine. Vous n'aimez pas la vidéo, vous passez à celle d'après. Le problème, c'est qu'à force d'avoir des shoots de dopamine, eh bien, notre cerveau, il a du plaisir sans faire d'effort. Et ça amène peut-être aussi la question de pourquoi est-ce que désormais on veut tout avoir sans faire aucun effort. Je suis persuadé que notre circuit de la récompense, il est un peu perturbé par justement cette histoire de réseaux sociaux où on a des vidéos très plaisantes qui font rire, on aime les vidéos de repas, moi j'adore les vidéos de caméra cachée, on a des recettes, on a ce qu'on veut sur les réseaux et l'algorithme apprend à savoir ce qu'on aime. Donc en fait, on a de quoi avoir du plaisir en permanence. Sauf que on va épuiser cette dopamine. Et on aura besoin de plus en plus de contenu pour avoir le même plaisir. Un peu de la même manière qu'on va avoir une dépendance avec la cigarette. Donc, je ne dis pas que l'addiction est la même, mais il y a besoin, à mon sens, de se détoxifier de cette dopamine à gogo qu'on a au travers des réseaux. Et plus un enfant est jeune, et plus il a du mal à contrôler justement ses émotions, et plus il a un lobe frontal qui n'est pas mature, qui est le lobe du raisonnement, qui nous permet au bout d'un moment de nous dire « Allez, tranquille, on va s'arrêter, j'ai eu ma dose ». Les enfants, ils ne savent pas faire ça. C'est pourquoi certains vont piquer des colères dès lors qu'on va leur retirer leur tablette. Ils ne gèrent pas la frustration, mais ce n'est pas de leur faute. C'est nous qui avons mis ces écrans, et voilà, je suis loin d'être parfait, dans leurs mains, et donc il faut absolument qu'on ait des règles précises, et que nous-mêmes, peut-être, on se détoxifie de ces réseaux, de cette addiction. Donc attention à l'addiction aux écrans, qui va avoir une conséquence, c'est malheureusement les troubles du sommeil. À cause des écrans, on va se coucher plus tard. On l'a tous expérimenté, on va regarder une série supplémentaire. À une époque, on regardait une série et puis celle d'après était nulle, on allait se coucher. Désormais, vous avez tout un catalogue illimité qui fait que vous allez rogner sur votre sommeil. Or, le sommeil, c'est ce que vous avez de plus précieux. On fera peut-être une vidéo pour vous parler de l'impact du sommeil sur la santé et de l'impact du manque de sommeil sur la santé. Mais pour faire simple, un enfant qui dort mal, c'est un enfant qui se réveille le matin de mauvaise humeur. C'est un enfant qui va manger beaucoup plus. Quand on est fatigué, on a faim, on mange moins bien. Et souvent, on va avoir une alimentation plus grasse, plus sucrée. Donc finalement, ça favorise le surpoids et l'obésité, le manque de sommeil. Ce d'autant qu'un enfant, quand il se réveille le matin et qu'il est fatigué, eh ben, forcément, il a moins bonne attention. Il a moins bien mémorisé les acquisitions durant la journée, puisque c'est durant la nuit que vous avez une partie de votre mémoire qui est consolidée. Les souvenirs vont être stockés dans une zone du cerveau qu'on appelle l'hippocampe durant la nuit. La nuit, elle permet d'enregistrer. Et moi, j'ai le souvenir, quand j'étais étudiant, eh bien, que je ne faisais pas de nuit blanche, que je dormais pour apprendre et pour bien apprendre. Donc vraiment, le sommeil, il faut le sacraliser. Et ce sommeil, on en reparlera plus tard, il est malheureusement agressé par ces écrans. Et il y a un dernier élément qui est extrêmement important. On parle beaucoup du mal-être des jeunes. Les jeunes vont de moins en moins bien, on a de plus en plus d'anxiété, de dépression. Or, le manque de sommeil est un facteur de risque majeur d'anxiété et de dépression. Donc en fait, on est en train de créer une société avec des enfants, des adolescents qui sont sédentaires, addicts aux écrans, qui dorment mal, qui mangent mal. En fait, on est en train de créer une société d'enfants malades. Et on le sait. Mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est donner des règles, donner un cadre. Et c'est pour ça qu'il faut donner des repères simples. Pas d'écran avant 3 ans, pas de smartphone avant 11 ans et pas de réseaux sociaux avant 15 ans. On pourra parler aussi de l'influence du harcèlement quand on est sur les réseaux sociaux, enfin l'influence des réseaux sociaux sur le harcèlement. Mais je pense qu'il fallait donner un cadre et maintenant c'est à nous aussi de faire de la pédagogie. Ce n'est pas simplement des restrictions. Il faut qu'on puisse expliquer pourquoi, comme j'essaie de le faire là, sans diaboliser. Parce qu'on vit avec ces écrans, il n'y aura pas de retour en arrière, d'accord? On n'est pas en train de dire qu'il faut les bannir. Et attention à ne pas tomber dans l'excès inverse. C'est-à-dire qu'on a dit, de la même manière à une époque, que les jeux vidéo rendaient les enfants agressifs et tout le tralala, c'est faux. Les jeux vidéo permettent de créer du lien social, ça développe certaines capacités chez les enfants. Donc
attention à ne pas non plus tout mélanger et à pas trouver des syndromes liés aux écrans. Voilà, on a parfois caricaturé un peu les écrans, mais quand même, il y a un réel problème lié aux écrans et il va falloir que tous ensemble, on améliore les choses. Donc, j'espère que vous avez appris quelques petites notions sur ces écrans, que vous avez peut-être des questions auxquelles on peut essayer d'y répondre. Et puis, si jamais il y a d'autres sujets que vous souhaitez que j'aborde, eh bien, dites-le moi en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à une prochaine, salut.